Monsieur le Président de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs les ministres, je salue tout particulièrement Monsieur le ministre des Affaires étrangères avec qui j'ai eu le plaisir de longuement échanger pendant notre dîner hier, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation officielle, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise français, chers amis, c'est évidemment un grand honneur pour moi, c'est un grand honneur pour le MEDEF de vous accueillir, Monsieur le Président de la République. Après l'avoir fait déjà hier, puisque vous étiez l'invité d'honneur de notre REF francophone, qui pour une première, je crois pouvoir le dire, était un grand succès et qui augure de développement important, intéressant, pragmatique et opérationnel pour nos pays, bien sûr, mais s'agissant du MEDEF, pour les entreprises francophones. Je rappelle que 31 pays étaient représentés et plus de 600 chefs d'entreprise ou représentants des chefs d'entreprise. Je crois que nous avons posé les bases, fondé une dynamique, et vous y avez largement contribué, Monsieur le Président de la République, par votre discours absolument remarquable. La relation entre la France et Madagascar est ancienne. Elle est fructueuse, puisque s'agissant à la fois de sa position de client et également de fournisseur, Madagascar est un partenaire important pour la France. La France est également un bailleur de fonds important pour votre pays. Et ce qui nous préoccupe, ce qui nous réunit, je crois pouvoir le dire aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, c'est de pouvoir amplifier cette dynamique, de pouvoir amplifier ces réalisations dans un pays qui, aux yeux de la communauté d'affaires française, est un pays extrêmement prometteur, de par ses ressources, de par sa population, de par son positionnement géographique. Vous avez pris des mesures sanitaires énergiques et efficaces qui, malheureusement c'était le cas dans beaucoup d'autres pays, ont interrompu ou ont freiné sensiblement des actions qui par ailleurs étaient engagées, et singulièrement les relations que nous souhaitions et que nous souhaitons plus encore aujourd'hui développer entre nos deux pays. J'avais eu le plaisir et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec vous en 2019. Je m'étais rendu avec une délégation de MEDEF International à Madagascar en octobre 2019. Bien évidemment, cette crise sanitaire absolument majeure qui nous a tous frappés a suspendu en quelque sorte les discussions que nous avions. Le moment est venu, même si cette crise sanitaire, nous le savons, n'est pas terminée, et nous savons dorénavant mieux la gérer, le moment est venu de relancer cette dynamique, et sachez combien, nous vous l'avons dit hier, je le redis aujourd'hui, nous sommes très motivés autour des projets importants que vous menez, que vous avez pour certains déjà engagés, et puis d'autres qui interviendront. Mais nous sommes désireux que les entreprises françaises s'associent à tous ces projets et puissent contribuer, bien sûr, à leur réussite, mais également à la réussite des entreprises françaises qui seront concernées. D'ores et déjà, un certain nombre d'accords ont été signés. Je crois que vous avez validé un certain nombre de dossiers. Et je vous, en notre nom à tous, je vous en remercie, Monsieur le Président de la République. Donc, bienvenue parmi nous. Je suis déjà trop long. C'est vous, évidemment, que l'assistance souhaite entendre. Mais je cède la parole à Momar Guerre, qui va vous présenter, vous rappeler d'ailleurs, en quelques mots, ce qu'est MEDEF International et singulièrement s'agissant de sa relation avec Madagascar. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Patrick, Monsieur le Président de la République. Cher ami, j'allais dire, messieurs les membres de la délégation, je crois que je vais être très bref, très court, parce que c'est un tel plaisir d'écouter le Président parler de son pays et parler des perspectives que je ne m'atteindrai pas très longtemps sur le MEDEF international qu'il connaît très bien, puisque nous aussi bien nous avons mené un certain nombre d'émissions. Donc sans plus tarder, je vais lui passer la parole et ensuite on passera aux questions et réponses. Je suis sûr qu'il y a énormément de choses, si je m'en refaire déjà. Hier, il nous a, dans son discours, il nous a juste donné un petit aperçu des perspectives et de ce que Madagascar recèle, ce que nous connaissons très bien au MEDEF international. Mais sans plus tarder, je vais lui passer la parole, Monsieur le Président. Merci, cher ami.
chers amis membres du patronat français, Monsieur Patrick Martin, président délégué du MEDEF, Monsieur Momar Nguer, président du comité Afrique du MEDEF, chers membres de la délégation malgache, honorable assistance, bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce matin en cette deuxième journée de l'AREF, et je réitère mes remerciements au MEDEF pour l'organisation de cette importante rencontre économique, un rendez-vous permettant à nous, délégation institutionnelle, et à vous, acteurs économiques ici présents, d'établir des contacts, mais aussi de voir et d'échanger les opportunités d'affaires possibles, et surtout de nouer des relations d'affaires prospères partagées. L'espace francophone, comme je le disais hier, constitue une plateforme d'échange idéale pour relever ensemble les défis qui nous attendent, surtout après le post-Covid. Il y avait eu l'avant-Covid, mais maintenant il faut qu'on se tourne vers l'avenir et voir ensemble de quelle manière, de quelle façon on peut avancer, mais aussi à travers les investissements, et à travers les industriels, à travers les échanges que nous allons établir. Il faut avancer à partir de maintenant. Comme nous le savons tous, Madagascar et la France ont un lien historique entre les industriels français et malgaches. Depuis des années, la France a toujours bénéficié d'une position commerciale solide à Madagascar, malgré la concurrence internationale, qui nous pousse aujourd'hui et qui pousse surtout les acteurs économiques à être beaucoup plus compétitifs par rapport aux autres pays, aux autres industriels. Mais comme je le disais, il faut qu'on renforce la francophonie économique, bien évidemment, et c'est pour cette raison que notre présence ici marque cette volonté, et surtout d'aller de l'avant à travers la coopération des partenariats publics-privés. Nous sommes, monsieur le président délégué, monsieur le président du comité Afrique du MEDEF, nous nous sommes rencontrés en 2019. Depuis, le monde a été frappé par la pandémie mondiale de Covid-19. Madagascar et la France n'ont pas été épargnés. Au même titre que le secteur privé, bien évidemment, les États doivent aussi redoubler d'ingéniosité dans ces situations, car les répercussions socio-économiques de la crise sanitaire secouent profondément la structure de nos économies. Dans ce contexte, le dialogue public-privé doit être plus fort que jamais et doit s'inscrire dans un partenariat gagnant-gagnant. L'État est présent, l'État est là pour faciliter et simplifier les investissements, mais surtout à veiller à un bon climat des affaires. La plupart d'entre vous connaissez déjà Madagascar, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on aura l'occasion tout au long de cette rencontre, mais vous savez que Madagascar c'est un grand pays qui a beaucoup de potentiel et que à travers nos ressources, nous voulons bien évidemment rattraper le retard de développement accumulé par notre pays. Nous espérons donc que nos échanges de ce jour permettront de renforcer nos liens et de les approfondir pour une véritable croissance partagée. Je vous remercie de votre attention et on peut continuer, bien évidemment, nos discussions. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je crois qu'il y a maintenant dans le déroulé du programme, il y a la diffusion d'un film. Tout à fait, nous allons vous projeter un film présentant les opportunités et notamment les conditions pour les investissements à Madagascar. Sur les écrans juste en face de vous. Doté d'une croissance économique forte et accélérée, telle est la vision du président Andry Rajoelina qui se réalise à travers le plan Émergence de Madagascar. Sous son leadership, ce plan vise une croissance intensive et inclusive soutenue par les ressources propres internes de Madagascar et les investissements directs étrangers. Grâce à des investissements durables et responsables, en phase avec les ODD,
le développement des secteurs clés de l'économie aura un impact positif sur le niveau de vie des populations. Investissez à Madagascar, une île aux potentialités économiques prometteuses, une terre d'une beauté naturelle sans égale. Bénéficier de taxes préférentielles pour l'exportation vers les États-Unis, l'Union européenne et les États membres de la SADC et du COMESA. Collaborer avec un peuple au sens inné de l'hospitalité, disposant d'une main-d'œuvre de haute qualité à moindre coût. Bénéficier de coûts de facteurs compétitifs au carrefour de l'Asie et de l'Afrique. Madagascar est la référence mondiale du marché de la vanille, du litchi, des crevettes bio label rouge et du saphir. Elle est aussi le leader en Afrique subsaharienne en matière d'exportation de textiles vers l'Europe et est le seul pays producteur de caviar en Afrique. La Grande Île vous offre un vaste espace de croissance aux multiples opportunités d'investissement. La Grande Île regorge d'un immense potentiel agricole, rendu possible grâce aux conditions climatiques et à son sol adapté pour diverses cultures. Madagascar est à la pointe de l'agriculture bio, avec plus de 327 entreprises certifiées, plus de 22 000 producteurs et 150 000 hectares de terres certifiées biologiques. Madagascar a enregistré 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Madagascar est le leader de l'exportation de produits textiles en Afrique subsaharienne à destination de l'Europe. Elle possède une industrie moderne, plus de 200 000 travailleurs qualifiés et expérimentés qui permettent de produire des articles textiles de première qualité à des prix compétitifs. Avec la connexion Internet à large bande la plus rapide en Afrique, le secteur malgache des TIC est aujourd'hui en plein essor. Avec une croissance moyenne de plus de 44% de 2017 à 2019. Profiter d'un coût d'investissement attractif grâce à un régime franc qui exonère de droits de douane et de taxes pendant 2 ans, d'infrastructures modernes disponibles dans plusieurs villes de Madagascar, de travailleurs jeunes et qualifiés qui maîtrisent parfaitement le français et l'anglais à un coût compétitif. À Madagascar, rejoignez un milieu des affaires dynamique et bénéficiez d'incitations qui garantissent des taxes pouvant aller jusqu'à 0% sur les 15 premières années, ainsi que des mesures préférentielles pour les investissements excédant les 17 millions de dollars américains. Le gouvernement apporte aussi un fort soutien au secteur privé par la mise en place d'un cadre légal avantageux et des réformes facilitant les investissements qui profitent aussi bien aux PME-PMI qu'aux grands investissements. L'extension des ports maritimes, des aéroports internationaux, des infrastructures routières, ainsi que la mise en place de zones d'investissement spécifiques sont en cours à travers le pays, ouvrant la voie à un développement économique durable. Investissez à Madagascar, le hub stratégique pour vos affaires. Simplifying Business. Parfait, je crois que beaucoup a déjà été dit. Je vais vous passer la parole. Je propose que nous intervenions par secteur, par thème, et de manière à ce que le président puisse apporter des réponses un petit peu groupées quand c'est nécessaire et qu'il n'y ait pas des questions redondantes. Et je pense que compte tenu de ce qui a été dit, compte tenu de ce que je lis dans le dossier, nous sommes une quarantaine d'entreprises représentées aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait commencer par tout ce qui est infrastructure. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer le premier.
secteur des infras. Oui, si vous voulez bien présenter, parce que contrairement à quand même dans une salle, je ne vois pas les... Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, bonjour, je suis Julien Coffinier, représentant du groupe ADP, Aéroport de Paris, et prendrai le 1er septembre la direction générale de Rabin Airport. Ma question est bien sûr sur les infrastructures, mais a bien sûr des répercussions sur le tourisme. En premier lieu, j'aimerais vous remercier pour les décisions que vous avez prises pour protéger la population malgache qui aujourd'hui est très peu atteinte par les situations de Covid. Bien sûr, la crise Covid a eu des répercussions majeures sur les transports et sur le tourisme. Donc ma question est assez simple. À court terme, comment envisagez-vous la réouverture progressive des frontières et donc la relance de l'activité touristique et des infrastructures de transport? Et à plus long terme, comment envisagez-vous d'accompagner ou d'accélérer le développement du tourisme à Madagascar? Merci. Merci. Bien évidemment, il faut une visibilité, vous avez tout à fait raison. Mais aujourd'hui, nous avons pris des décisions pour tout d'abord protéger la population. Parce que le coût du confinement, c'est beaucoup plus cher en fait que d'ouvrir les frontières. Mais ceci dit, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut aussi, c'est là où il faudrait voir la balance, comment ne pas pénaliser également en fait le secteur du tourisme à Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, je tiens à vous annoncer qu'à Madagascar, depuis quelques jours, hier même, je viens d'avoir le résultat, il y a 0 cas de Covid actuellement. Et donc, là, dans une semaine, on va inaugurer notre stade. Donc, la vie, vraiment, c'est redevenu à la normale actuellement. Mais ceci dit, économiquement parlant aussi, il faut qu'on se projette. Donc, en ce qui concerne l'ouverture des frontières, cela dépend surtout de la situation des pays, des autres pays, parce qu'on voulait protéger Madagascar à travers les autres variants Delta. Vous avez vu la catastrophe qui s'est passée en fait en Inde à travers le variant Delta. Mais ceci dit, nous sommes en train de projeter l'ouverture des frontières d'ici le mois d'octobre, si tout va bien, donc d'ici 2 mois. Donc il faut une préparation et accompagnement sanitaire également. Mais je vais passer la parole à Monsieur le ministre du Tourisme pour de plus amples informations et détails à ce sujet. Merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc effectivement, merci Monsieur le Président d'avoir annoncé donc cette projection d'ouverture des frontières de Madagascar d'ici octobre. Et il est évident que l'ouverture ne se fait pas en claquant les doigts. Il y a une préparation. Cette préparation a déjà commencé depuis le mois de janvier de cette année. Quand je parle de préparation, c'est-à-dire déjà préparer les opérateurs touristiques pour qu'ils puissent être prêts à accueillir donc les touristes. C'est-à-dire que nous avons mené une campagne de sensibilisation de tout ce qui est mesures à mettre en place pour lutter contre la propagation du virus. Donc, c'est-à-dire les gestes barrières, mettre les cache-pouces, la distanciation, l'équipement de tous les établissements pour pouvoir donc lutter contre cette propagation. Tout ça a été fait. Nous avons essayé aussi, quand les vaccins sont arrivés à Madagascar, de vacciner l'ensemble des opérateurs touristiques. Donc ça a été fait et actuellement nous sommes en train même d'essayer de vacciner la totalité de la population de Nouchibé et Sainte-Marie. Donc c'est-à-dire que nous sommes en train de se projeter exactement pour préparer cette ouverture. Nous avons mis en place aussi les process d'ouverture, c'est-à-dire une ouverture progressive, mais pas totale, et en travaillant avec les compagnies aériennes. En même temps, pour préparer post-Covid, c'est-à-dire la promotion même de la destination, rassurer le marché de l'ouverture et comme quoi Madagascar est prête et s'équiper pour accueillir les touristes. Nous sommes en train de préparer avec les opérateurs privés, avec l'Office national du tourisme de Madagascar, des spots
des hotspots pour pouvoir rassurer le marché, pour dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on va s'ouvrir pour ceux qui vont venir, qu'est-ce qu'il faudrait, comment il faut faire pour venir à Madagascar. Tout ça, on est en train de le préparer aujourd'hui. En même temps, on est en train de rassurer donc nos marchés traditionnels. On est en train aussi de préparer, de s'ouvrir sur de nouveaux marchés, hein, pour promouvoir de nouveaux marchés. Et toute notre préparation aujourd'hui cible les professionnels, le grand public et les médias. Donc aujourd'hui, tout ça est en cours. Je pense que d'ici octobre, nous serons complètement prêts à accueillir donc, les premiers trucs. Si, bien sûr, l'évolution et l'environnement sanitaire le permettent, il faut vraiment prendre ça sous condition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par la même occasion, peut-être, puisque Monsieur le ministre du Tourisme a la parole, je propose qu'on diffuse une vidéo pour inciter justement les investisseurs dans ce secteur à venir investir à Madagascar et aussi vous expliquer, vous présenter les opportunités qui s'offrent aux industriels dans ce domaine. Nous avons en fait, il s'agit d'une présentation qui a été préparée par Monsieur le ministre du Tourisme. Donc je vous redonne la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup de me redonner la parole. Donc effectivement, j'ai préparé une petite présentation pour vous présenter un peu les opportunités d'investissement touristique à Madagascar. Mais avant que le slide se prépare, comme vous le savez, le président de la République, donc parmi ses VLRAN, il y a le développement du secteur tourisme. Donc VLRAN, ça veut dire engagement. Et cet engagement, aujourd'hui, mon ministère est chargé de le réaliser, de le mettre en œuvre. L'objectif aujourd'hui du ministère du Tourisme, dont je suis en charge, est de passer de 300 000 touristes actuellement à 500 000 touristes en 2023. Ceci entraîne effectivement, bien sûr, une augmentation d'emplois directs, qui en est aujourd'hui à 48 000 emplois directs liés au tourisme. Si on atteint les 500 000 touristes, on sera à 79 000 emplois directs. Si aujourd'hui les recettes générées par le tourisme est de 500 millions de dollars, si on atteint notre objectif, on sera à peu près à 1 milliard de dollars de recettes générées. En nombre de sièges aériens, si on est à peu près à moins de 500 000 sièges actuellement, si on veut atteindre les 500 000 touristes, on doit avoir 890 000 sièges disponibles pour pouvoir venir à Madagascar. En nombre de chambres, donc là c'est très important, pour accueillir 500 000 touristes, nous devons créer 48 000 chambres supplémentaires. Et enfin, si aujourd'hui le tourisme représente à peu près 7% du part du PIB, si on est à 500 000 touristes, on sera à peu près au double, c'est-à-dire à 15% le secteur du PIB. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Premier objectif d'abord, c'est de diversifier l'offre touristique. Aujourd'hui, quand on parle de Madagascar, on parle beaucoup de sa nature, sa faune, sa flore qui est unique, avec plus de 80% endémique, de sa culture, l'accueil de sa population. Effectivement, on l'a toujours, on le gardera, on en parlera toujours, on fera toujours la promotion de cette richesse naturelle, mais si on veut atteindre les 500 000 touristes, nous devons diversifier notre offre touristique, parce qu'on a tout ce qu'il faut à Madagascar, mais aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas mis en valeur. Qu'est-ce qui gère le slide là? Parce que ça va très vite, tant que je touche à rien. On peut revenir sur le précédent slide, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, il faut que Madagascar soit une destination aussi du luxe, de l'hôtellerie de haut de gamme. Nous devons aussi promouvoir le balnéaire. Nous avons plus de 5000 km de côte. Ça veut dire que nous avons quand même quelques kilomètres de plage aujourd'hui, vierges, ou qui ne sont pas exploités. Nous voulons aussi développer le tourisme sportif, en particulier le golf,
le kitesurf, en sachant que le kitesurf, le nord de Madagascar, plus précisément à Antirane, Diego Suarez, est vraiment un spot reconnu par les professionnels de cette activité comme l'un des meilleurs spots pour pratiquer le kite. Et enfin, la randonnée et le trekking. Les hôtels-clubs, là aussi nous voulons développer des hôtels-clubs. Actuellement, il n'y a qu'un seul hôtel-club à Madagascar qui se trouve à Nouchbé, qui s'appelle Andilana Beach. L'objectif, c'est d'en créer, pas énormément, mais suffisamment pour attirer quand même un certain nombre de clientèles qui sont en attente de ce type de prestations. Bien sûr, tout ce qui est tourisme événementiel, de maïs, l'agritourisme, le fluvial et l'écotourisme. Donc nous allons essayer de développer tous ces types d'offres et comment s'y faire. Les hôtels-clubs, comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'un seul hôtel-club à Madagascar qui se trouve à Nouchbé. C'est pour ça qu'il ne se trouve plus sur cette carte, parce qu'on ne veut pas concentrer les hôtels-clubs dans un seul endroit. Nous voulons développer toutes les régions de Madagascar. Aujourd'hui, donc, nous cherchons des investisseurs donc, qui sont prêts, en partenariat, bien sûr, avec des malgaches, avec des exploitants, avec des compagnies aériennes, pour développer des hôtels-clubs à Madagascar. Donc, 5 régions de Madagascar, 6 exactement, Antirane, Sainte-Marie, Fort-Dauphin, Tulia, Morudave et Majanga. Aujourd'hui, ceux qui connaissent un peu Madagascar, l'hôtel-club qui se trouve à Nouchbé est exploité par des Italiens. C'est pour ça que les Italiens aujourd'hui est parmi les deuxièmes, je crois, touristes qui viennent à Madagascar. Aujourd'hui, nous voulons que ces hôtels-clubs soient gérés par des nationalités différentes. C'est-à-dire peut-être à Antirane par des Espagnols, à Tolania par des Français, à Tulia par des Mordaves, etc., etc. Parce que tout ça permettra aussi de générer donc et de développer toute une panoplie de clientèle de plusieurs pays. Donc nous cherchons des investisseurs pour créer des hôtels-clubs à Madagascar. Deuxième type d'hébergement que nous voulons créer, parce que je disais tout à l'heure qu'on a besoin de 48 000 chambres pour pouvoir atteindre notre objectif de 500 000 touristes. Nous voulons créer des écologes, et des écologes hautes dans nos parcs nationaux et les réserves, qui est exceptionnel aujourd'hui parce qu'à ce jour, il n'y a pas un seul établissement hôtelier dans les réserves ou les parcs nationaux malgaches. À partir de maintenant, nous sommes ouverts à recevoir un seul par parc. Donc, les parcs les plus connus, les plus visités, donc à Nouchiar dans le nord, Lokubé, Ankarana, à Bantadiana, la Masoja, Ishalo, à Bemara. Donc, dans ces parcs-là, aujourd'hui, nous avons sécurisé des terrains pour que les investisseurs qui veulent investir dans ce type d'établissement, donc les écologes, puissent pouvoir investir dans ces parcs nationaux. Troisième type d'hébergement que nous voulons aussi développer à Madagascar, ce sont les hôtels de charme et les hôtels de luxe. Tout à l'heure, le haut de gamme, je disais. Donc nous avons identifié aussi quelques régions de Madagascar avec des terrains sécurisés pour ceux qui veulent investir dans ce type d'établissement. Et enfin, d'autres investissements qu'on peut aussi développer à Madagascar. Aujourd'hui, nous avons rendu navigable le canal des Pangalan, de Tamatave jusqu'à Manadzar, et aujourd'hui, vers la fin de cette année, début de l'année prochaine, il y aura le prolongement de Manadzar jusqu'à Manakar, et fin de l'année prochaine, de Manakar jusqu'à Farafangan. C'est-à-dire, il y a à peu près plus de 600 km de fleuves navigables. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent investir dans des croisières fluviales, aujourd'hui, sont les bienvenus à Madagascar. Ceux qui veulent créer aussi des établissements de charme tout le long du canal des Pangalan, là aussi, aujourd'hui, nous sommes en contact avec les autorités de tous les districts le long du canal pour identifier des terrains sécurisés pour ceux qui veulent investir donc, tout le long du canal des Pangalan. Et enfin, aujourd'hui, nous voulons aussi développer les croisières. Actuellement, il y a des croisières qui viennent à Madagascar, mais c'est des croisières qui font l'océan Indien, c'est-à-dire une touchée sur Maurice, une touchée sur Madagascar, une touchée sur l'île de la Réunion, 3 touchées sur Madagascar. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'un bateau de croisière puisse
vraiment être basé à Madagascar et ne fait que Madagascar, en sachant que vous pouvez faire même 15 jours de navigation de croisière autour de Madagascar. Vous avez toujours plusieurs activités et curiosités à découvrir touristiquement. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent investir dans des bateaux de croisière, nous sommes aussi très ouverts et nous pouvons les accompagner. Notre activité qu'on peut développer, c'est vraiment les marinas. Les marinas avec bien sûr les ports de plaisance. On a déjà identifié donc 3 ports, aujourd'hui 3 criques qui sont vraiment prêtes à être développées pour ce type d'investissement. Donc à Nushibé, à Antiranana et à Tolagnar. Donc ceux qui sont intéressés à développer toute une activité autour du marina, bien sûr, je me tiens à disposition pour vous expliquer, vous donner tous les détails, parce qu'on a déjà tous les détails donc, de ces sites-là. Et je pense que là, c'est vraiment un vrai investissement qui pourrait être très intéressant pour les investisseurs. Touristiquement, voilà ce que je peux proposer aujourd'hui. Malheureusement, à cause du Covid-19, donc nous avons un peu ralenti, même si on a commencé en 2019 à lancer plus ou moins la promotion de tous ces investissements. Donc en attendant l'ouverture, donc d'ici octobre, si tout se passe bien, nous avons développé quand même le tourisme national depuis l'année dernière et on continue cette année, ce qui fait que le tourisme national demande aussi de l'investissement avec un autre type de prestations et qu'aujourd'hui beaucoup d'associés se sont positionnés par rapport à ça et sur lequel bien sûr vous pouvez être partenaire avec ces nationaux pour développer ce type d'investissement réservé pour le tourisme national. Donc il y a beaucoup d'activités aussi autour de là, beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Pareil, si vous voulez les détails, je me tiens aussi à votre disposition pour vous donner un peu les opportunités d'investissement qu'on pourrait faire autour du tourisme national. Voilà, Monsieur le Président, une petite présentation toute brève, mais si quelqu'un veut plus de détails, je me tiens à leur disposition. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Y a-t-il parmi les opérateurs présents dans la salle des acteurs dans le domaine des transports ou du tourisme qui souhaiteraient réagir ou poser des questions? Vos ministres présents, vos opportunités dans le secteur? Non. Au fond de la salle. Je vous demanderai de vous présenter. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Ali Hakoum, je suis le responsable d'Airbus pour l'Afrique. On a dû se croiser à Madagascar il y a longtemps. Airbus, elle est toujours un partenaire de Air Madagascar aujourd'hui et on souhaite soutenir la compagnie aujourd'hui dans cette période un peu difficile. Je viens juste d'arriver, je suis désolé, j'étais un peu en retard, j'étais avec le Premier ministre ivoirien. La compagnie nationale, elle est en train de développer la base d'Abidjan comme un hub pour l'économie, pour l'export de l'agriculture, mais ainsi que pour le tourisme. Dans le pays à côté, le Sénégal, c'est pareil. On a travaillé avec ces deux pays depuis quelques années déjà. On a fait ce travail aussi avec des pays comme le Rwanda, pas très loin de chez vous, et évidemment l'île Maurice et l'île de la Réunion à côté. Il y a toujours des solutions. Et c'est important, comme le ministre du Tourisme l'a bien précisé, pour que ces investisseurs puissent investir et mettre leur argent, il faudrait qu'ils soient assurés qu'il y a une liaison qui permettra de pérenniser leur investissement. S'il n'y a pas de liaison aérienne, ils vont dépenser des millions, mais les touristes ne viendront pas. Et c'est quelque chose d'essentiel, c'est un partenariat, je dirais, entre l'État et des investisseurs privés pour permettre en fait cette ouverture de cette magnifique île qui attend juste à ce qu'elle soit accessible et découverte par les autres. Merci beaucoup. Très bien. Bon, pardon, mais on va. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Monsieur le Président, un programme très chargé. Je vous demanderai de poser des questions et de vous abstenir de faire des commentaires de nature macroéconomique ou géopolitique. Je pense que sinon on ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation que vient de faire Monsieur le Ministre? Moi, ce que je vois, c'est qu'il
il y a énormément de possibilités. Et en particulier, moi, j'aime bien, c'est ce qui fait, Monsieur le Président, une des particularités de la France, je crois, c'est notre capacité à investir à co-investir. Je le dis toujours quand je reçois des partenaires étrangers, des chefs de gouvernement et des présidents. Je crois que la différence entre la France et un certain nombre de pays, c'est que les entreprises françaises ont l'habitude de co-investir dans les différents pays, et en particulier quand on veut faire du tourisme. Évidemment, co-investir avec des Malgaches, je crois que c'est un pari gagnant, et les entreprises françaises ont l'habitude de ce genre de co-investissement. Donc je pense que la présentation brillante qui a été faite par Monsieur le ministre ouvre de très très grandes perspectives. Je ne doute pas un seul instant que dès que cette histoire de Covid sera terminée, elle sera bien terminée un jour, et j'espère dans pas très longtemps. La première délégation que je mènerai à Madagascar, je pense qu'on parlera beaucoup de tourisme. En particulier, peut-être que nous finirons cette visite par une petite croisière là. Moi, j'aimerais bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les infras? Sinon, moi, je voudrais poser une question à Monsieur le Président de la République. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé... Alors, pardon, Monsieur le Président, parce que je ne suis pas sûr de bien prononcer, mais de la nouvelle ville de Tana Maswan. Ça, je pense que c'est un de vos grands projets. Et on avait parlé également, si je me souviens bien, du programme de construction de logements sociaux. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et je pense que vous avez raison, loger les gens, construire des logements sociaux, je pense que c'est la clé du développement. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces deux projets. Merci, Monsieur le Président du Comité Afrique du MEDEF. En ce qui concerne la nouvelle ville, juste, faut que vous sachiez que la capitale de Madagascar, Antananarivo, a été créée pour 300 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'habitants dans la capitale. Ça signifie qu'il est vraiment impératif de créer une nouvelle ville. C'est pour cette raison que nous allons créer Tana Maswan, qui signifie la ville du soleil, pas loin de la capitale, qui a juste en fait entre-temps à changé de lieu, parce qu'auparavant on devrait remblayer en fait des rizières, mais actuellement on a déplacé à 25 km de la capitale sur un terrain appartenant à l'État même qui s'étend jusqu'à 900 hectares. Au total, je vais directement aller au vif du sujet. Il y aura 4 milliards d'euros d'investissement qui se totalisent, où là on cherche bien évidemment des partenaires privés. Les avantages est en effet tout d'abord d'aménager une ville nouvelle, l'économie à l'échelle nationale par la production et l'équivalence de la richesse productive actuellement qui va atteindre les 42% du PIB national par rapport à ce que je vous ai cité tout à l'heure, qui se totalise bien évidemment à 4 milliards d'euros d'investissement. Donc il y aura beaucoup d'infrastructures, parce qu'il faut créer une voie rapide. Nous avons déjà lancé l'appel d'offres actuellement, de train urbain également, que nous sommes en train de réaliser. Mais tout d'abord, nous allons commencer par le cité ministériel, qui va abriter en fait l'ensemble des ministères à Madagascar, en fait des hôpitaux, parce qu'il y aura plusieurs également savoir-faire. On cible aussi le tourisme médical, si je peux le dire ainsi. Donc il y aura pas mal d'investisseurs que nous appelons aussi à venir investir à Madagascar. Et vous avez parlé tout à l'heure également des logements sociaux. Nous avons également dans notre projet la construction de 40 000 logements sociaux. Je ne sais pas si on peut diffuser une petite vidéo de cette nouvelle ville, peut-être, avant qu'on puisse... L'aménagement d'une nouvelle ville structurée est une nécessité évidente pour Antananarivo. Initialement prévu pour 300 000 habitants,
Elle en compte désormais 3 millions. Un nombre amené à doubler d'ici 2030. Ainsi, 5 nouveaux pôles relais sont prévus dans le plan d'urbanisme de l'agglomération d'Antananarivo, dont le plus important est situé sur l'axe ouest, axe d'extension par excellence de la ville. La nouvelle ville de l'ouest, Tanamaçoange, qui signifie rayon de soleil en malagasy, sera aménagée sur le site Maabeung Imertiatusk, à 26 km de la capitale, à 17 km de l'aéroport militaire d'Arivunma et à 30 km de l'aéroport international d'Iva, via une nouvelle voie rapide qui sera construite. Tanamaçoange s'étalera sur un plateau de 900 hectares, extensible jusqu'à 1200 hectares. L'État dispose d'une bonne maîtrise foncière, car la moitié du terrain est titré à l'État et 95% du site est libre de toute occupation. Projet présidentiel d'envergure nationale et parmi les grandes opérations internationales d'aménagement urbain, cette nouvelle ville Tanamaçoange sera la première écocité malagasy et privilégiera la mixité urbaine. Elle répondra à 4 aspects de durabilité: écologique, économique, social et culturel. Le master plan et la conception initiale de la ville obéissent à la topographie et la structuration du site s'inspire des richesses naturelles et culturelles de Madagascar. Tanamaçoange se dressera autour d'un fleuve vert qui constituera la veine écologique de la ville. Un nouveau cœur administratif sera construit, composé de la primature, des immeubles ministériels, de l'Assemblée nationale, de l'hôtel de ville et un quartier pour les chancelleries. On y développera des feuilles d'activité composées de quartiers d'affaires, de zones commerciales, d'infrastructures sportives aux normes internationales. En termes d'énergie, la nouvelle ville bénéficiera de la nouvelle source hydroélectrique de 20 MW de Farainte qui sera directement dirigée vers la ville et de vastes espaces propices au développement de fermes solaires. Environ 12 hectares sont prévus pour l'aménagement de cliniques qui regrouperont les savoir-faire médicaux innovants afin d'éviter aux patients des déplacements répétitifs. Marché artisanal à capacité de plus de 1000 marchands extensibles selon les besoins. Banque, assurance, quincaillerie, véhicules d'occasion, net market. Zone dédiée à l'informatique et les technologies de haut niveau. La ville créera des opportunités d'entrepreneuriat, d'investissement et de développement d'activités multiples. Des zones commerciales et centres commerciaux. Sur un dixième de la ville, soit 100 hectares, seront réparties des zones industrielles pour les filières non polluantes. Les investissements y seront assurés et sécurisés. Les espaces résidentiels d'une capacité d'accueil de 100 000 résidents s'étendront sur plus de 200 hectares, soit 1/5 de la ville. 150 hectares de cette surface seront attribués à la construction de logements sociaux et intermédiaires, tenant en compte, bien sûr, les ménages à très faible revenu. L'éducation primaire, secondaire, universitaire ainsi que les formations professionnelles seront regroupées sur 20 hectares. Des emplacements spécifiques ont également été réservés à l'implantation d'hôtels de grand standing internationaux. 75 hectares répartis dans la ville seront constitués d'espaces publics, d'espaces verts, promenades et espaces de loisirs. La culture, ainsi que les manifestations artistiques, auront également une place importante. Après le temps de la réflexion, vient le temps de l'action. Tanamaçoange transformera la capitale de Madagascar et sera la vitrine de l'océan Indien. Un projet symbolique qui sortira de terre cette année. Solution concrète et rapide, à la fois pour l'économie et la vie sociale du pays, Tanamaçoange créera 100 000 emplois rien que pendant la phase de construction. Tanamaçoange, un nouveau jour se lève sur Madagascar.
apprécié le professionnalisme de nos invités qui, à chaque question, ont non seulement des réponses, mais le film qu'il faut pour nous faire saliver et pour nous donner envie d'aller voir sur place. Est-ce qu'il y a des questions sur les infras ou est-ce qu'on passe... Oui, au milieu. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre. Davantage peut-être un témoignage que des questions, peut-être des réactions. Sur un projet d'infrastructure que l'on développe, je suis Thibaut Bouchetet, directeur commercial de l'entreprise Razeltech du groupe Faya. On développe avec vous, vos équipes, ministère de l'Énergie, le GIRAMA, ministère des Finances, le projet de Manjac 3, qui est un projet qui est monté donc sur une forme de conception-réalisation avec apport de financement par prêt direct de Bercy. Donc premier point, c'est confirmer un des faits qui a été mis en lumière au travers des discours et des films de présentation, la volonté de votre part de diversifier sur un sujet en énergie renouvelable, puisque c'est de l'hydropower à 35 gigawattheures par an, avec un coût de revient inférieur aux 6 centimes d'euros par kilowattheure. La volonté pour vous, sur une activité qui génère des revenus, de diversifier les formats de financement, au-delà de PPP, concessif, etc., puisque là, il s'agit d'un apport de prêt direct de Bercy. Donc c'est un fait que l'on a pu vérifier et travailler ensemble, premier point. Le deuxième point étant évidemment de créer le cadre légal qui correspond à ces types de formules en conception, réalisation et apport de financement. Et c'est également le cas puisqu'on a vu ces derniers mois, ces derniers temps se créer et se voter des décrets qui permettaient effectivement, par rapport à ces offres spontanées, qu'on le puisse porter, de trouver ce cadre légal. Et puis enfin, le troisième point, c'est que je peux effectivement témoigner du fait que malgré le Covid et les difficultés actuelles, on a eu, ils sont présents aujourd'hui ici à nouveau, des interlocuteurs de qualité, compétents, avec lesquels on a pu avancer depuis 2 ans et demi de façon très efficace. Voilà. Et l'on espère dans les prochains jours pouvoir finaliser, concrétiser ce magnifique projet. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je confirme que le président, alors pour ce qui est du prix du kilowattheure, je sais qu'il a des chiffres comme ça dans sa tête et il ne faut surtout pas lui parler de 8 centimes ou 9 centimes, parce qu'en général, vous ne restez pas longtemps dans son bureau quand vous lui parlez de ça. Bon, est-ce qu'il y a une autre question sur les infras ou l'intervention à droite? Oui, Monsieur le Président, bonjour, Madame, Messieurs les ministres. Bonjour à tous. Benoît Chauvin, je suis en charge du business développement de l'entreprise Colas. Colas Madagascar, vous connaissez bien. Un premier témoignage rapide, simplement 70 années de présence sur l'île, 70 années de co-investissement avec vos équipes, avec une confiance réciproque, renouvelée. Voilà. Donc, je voulais témoigner qu'effectivement, il y a des belles aventures sur cette île magnifique qui aboutissent. Donc, bon, je vous remercie au nom de Colas pour cette longue confiance qui se perpétue. J'avais une question plus subtile, j'ai vu, plus délicate, on va dire. À juste titre, vous avez ouvert la compétition à des nationalités étrangères, voilà, exotiques. Je vous citerai les Chinois, qui sont une préoccupation que nous avons tous en tant qu'entreprise française. Voilà, aujourd'hui, la question, on voit de plus en plus que vous ne vous intéressez pas simplement au moindre prix, mais nous, on sent clairement, vous avez de plus en plus, contrairement à d'autres pays, vous avez une vision de mieux-disant, c'est-à-dire regarder le moindre prix, mais aussi la réalisation technique, la performance planning. Également, de plus en plus, ça va être très important dans les prochains projets, c'est le respect de l'environnement. On a un partage de valeurs sur le respect de l'environnement, le respect des hommes, on se retrouve avec notamment la sécurité sur les chantiers. Donc c'est des valeurs communes que nous partageons. Nous pensons en tant que Français qu'on a des atouts par rapport à la concurrence étrangère sur ces points-là. Nous aimerions avoir votre confirmation que vous allez continuer à valoriser ces éléments extrêmement importants, je dirais plus ou moins intangibles qu'à moindre prix, pour permettre notamment à nos entreprises françaises de continuer à avoir davantage de co-construction avec vous sur tous vos projets. Merci, Monsieur le Directeur Général, qui représente Colas. Comme vous le savez, ce qui est important pour nous dans tout ce qui est octroi de marché, c'est surtout en fait en premier lieu la qualité et la durabilité. C'est important pour l'État.
En ce qui concerne les routes, vous le savez, c'est important pour nous aujourd'hui. Avant même de me rendre ici à Paris, je suis allé sur la route nationale 2 qui relie le grand port de Tamatave et la capitale Madagascar. Il y a à peu près 900 passages par jour. C'est pour cette raison que nous, on exige tout d'abord en fait la qualité, le professionnalisme, mais aussi en fait en termes de délai. Et comme vous avez aperçu ces 2 dernières années, on travaille beaucoup en fait avec la société Colas à Madagascar et dont la nouvelle ville qui fait partie des conditions, parce que Colas est spécialisé dans la construction également. On ne peut pas s'aventurer, il y a beaucoup, vous avez raison, beaucoup de sociétés, vous avez dit asiatiques et même d'autres nationalités qui sont intéressées, mais l'État, nous, on ne peut pas s'aventurer. Donc nous, on a pris comme exigence tout d'abord que, bien évidemment, vu l'expérience de la société Colas, et que la société Colas qui va faire en fait les grosses œuvres. Ça, c'est acquis. On a travaillé avec vos représentants sur place, bien évidemment avec le délai imparti, parce qu'il y a le calendrier économique, mais il y a aussi le calendrier politique, parce que on va accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, et donc les travaux que nous sommes en train de vous présenter actuellement, on doit les terminer, les inaugurer avant 2023. Bien évidemment, il y a aussi, je pense qu'on va signer dans les jours à venir, sinon à Madagascar, le transport par câble, qui est une société française qui s'appelle Poma, qui va faire en fait le téléphérique, qui va relier le lycée français en passant par la zone industrielle et commerciale d'Ankurunjan, en passant par la gare et l'avenue de l'Indépendance, le cité administratif actuellement, en montant vers le palais de la Reine jusqu'à l'université de Madagascar. Donc c'est un grand projet qui va se réaliser également en 2 ans, et c'est une société française Poma qui va le réaliser, avec en partenariat bien évidemment avec la société Colas. Ceci dit, on mise surtout sur la qualité. Mais ceci dit, on a besoin de tout le monde aussi pour avancer. Et c'est pour cette raison, si vous avez remarqué dans le discours, ce qui nous mène aussi à s'aligner en termes de coûts. Mais la qualité, ça, il n'y a rien à dire. Nous sommes confiants et on veut bien travailler avec les entreprises francophones. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, avec une délégation, vraiment deux ministres et des chefs d'entreprise et capitaines d'industrie, pour marquer cette volonté, aller de l'avant avec les entreprises francophones et françaises. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il nous reste près un quart d'heure avec la permission de Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut passer à des questions très rapides sur des sujets spécifiques, de manière à ce qu'on puisse parcourir le champ de pas mal de sujets au fond de la salle? Oui. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. J'ai une question très précise concernant, donc je suis Walter Groppi, directeur international de l'Imprimerie nationale de France. Concernant les projets d'identité numérique qui sont soutenus par la Banque mondiale, je voudrais savoir si les projets qui étaient prévus en 2021 seront lancés l'année prochaine, 2022 ou plus tard. Très bien. Merci. Je propose qu'on prenne 3 questions de ce genre-là et ensuite on donne la parole à Monsieur le Président et au ministre pour y répondre. Deuxième question, je crois que c'est quelqu'un de Total là, au deuxième rang, je crois le reconnaître. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, bonjour. Je suis Jean-Philippe Torres, effectivement de Total Énergie, représentant la direction Afrique. J'ai été très impressionné par votre présentation sur la nouvelle ville, et j'ai vu pendant cette présentation que vous montriez une ambition en termes d'énergie solaire. Et Total Énergie, acteur majeur du secteur du solaire, aimerait savoir quelles sont les ambitions du gouvernement
vos ambitions en termes d'énergie renouvelable et en particulier d'énergie solaire. Merci beaucoup. Je vais immédiatement répondre peut-être à votre question. Comme vous le savez, actuellement à Madagascar, le taux d'électrification est très très faible, parce que nous sommes seulement à 15%. Ceci dit, aujourd'hui en majeure partie, le pays est encore électrifié par en fait le système qui utilise encore en fait le gasoil et le fioul lourd. Ceci dit, le coût est très très élevé. En comparant juste avec, parce qu'il y a le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui est ici, en comparant Madagascar à la Côte d'Ivoire, nous sommes très très en retard. C'est pour cette raison qu'on veut rattraper ce retard en termes d'électrification. Parce que la Côte d'Ivoire et Madagascar, les deux pays, nous avons 25 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, ils ont 2000 mégawatts de production d'énergie. Or, à Madagascar, actuellement, nous n'avons que 400 mégawatts installés. C'est pour cette raison que notre objectif, c'est de doubler, à la limite, en fait, la capacité de production d'énergie, mais surtout en termes d'énergie renouvelable. Nous avons 7000 mégawatts de disponibles en hydroélectrique, qui sont disponibles aujourd'hui, mais surtout en ce qui concerne le solaire, c'est un projet aujourd'hui que nous voulons mettre en place rapidement, parce que Dieu nous a donné le soleil, et dans la partie sud et beaucoup de parties du pays, en fait, en taux de rendement électrique sur les parcs solaires, c'est très très élevé. Et donc le projet est là. Nous avons le projet Émergence Madagascar. Il y a 7 districts où nous voulons bien évidemment électrifier à travers les réseaux de parcs solaires. Donc moi, je vous invite à prendre attache avec le ministre de l'énergie, mais il faut accélérer justement l'implantation en fait, des parcs solaires. Rien que vous avez vu tout à l'heure à Nosibé, qui est une ville touristique. Aujourd'hui, il est inadmissible que le coût appliqué encore et au-delà de 30 cents le kilowattheure. C'est inadmissible et on ne peut pas évoluer, se développer. Et pourtant, nous avons des projets de parcs solaires qui sont là, mais à la recherche de partenaires fiables et sérieux justement pour accompagner le développement tant attendu à Madagascar. Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais étant donné que Total, vous êtes spécialisé et diversifié également dans ce secteur, donc je vous demande de prendre attache avec le ministre et aussi le DG de la DIRAMA afin qu'on puisse avancer dans ce secteur. Il y a déjà aussi le Green Yellow qui est déjà présent à Madagascar avec 20 MW en bateau-lampe, et nous sommes en train de faire l'extension actuellement. Le Green Yellow, c'est le groupe Casino également, mais voilà, avec Total, on vous accueille bien évidemment par rapport à tous ces projets d'électrification à Madagascar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Messieurs les délégations, je suis Frédéric Donati, directeur général de Comdata. Comdata, nous sommes membres du syndicat professionnel des centres de contact. Comdata est une société spécialisée dans l'externalisation de la relation client. Et donc, nous sommes présents aujourd'hui à Tananarive depuis 5 ans. Nous employons 1500 collaborateurs et nous sommes très contents de la qualité qu'on peut avoir donc à Tana dans notre profession. Notre profession emploie aujourd'hui sur Madagascar à peu près 12 000 emplois. Et en discutant donc avec le syndicat professionnel des centres de contact, on pense qu'on peut employer 38 000 personnes de plus d'ici 3 ans. C'est-à-dire arriver à 50 000 emplois dans le domaine de l'externalisation de la relation client. L'externalisation de la relation client sont les grandes entreprises qui nous confient leurs relations clients. Des grandes entreprises comme Total Energy, comme Renault, comme nous sommes présents dans tous les secteurs de l'industrie.
Et pour ce faire, ma question est la suivante, c'est avec qui pourrions-nous prendre attache de telle façon à avoir au niveau du système éducatif malgache des universités, des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, des modules spécifiques dans notre profession, de telle façon à avoir une employabilité beaucoup plus large et accélérer justement l'emploi de ces jeunes dans le domaine de l'externalisation. Je propose qu'on réponde à cette question et en même temps à la question sur l'imprimerie nationale. Je passe la parole dans ce cas à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Oui, je vais tout de suite parler de la dernière question, parce qu'il se trouve que je connais bien Comdata. Il se trouve qu'effectivement, vous avez 2000 emplois actuellement à Madagascar. Vous êtes une entreprise extrêmement dynamique, de même que les sociétés qui sont dans votre secteur. Je sais également, par votre directeur général, M. Tiaga, que vous allez recruter 720 personnes dans quelques jours, quelques semaines, que vous allez implanter ces 720 personnes à Ambouy-Mangakiel, au sein d'un bâtiment tout neuf, Monsieur le Président. Donc ça montre le véritable dynamisme de votre secteur. Cela étant, pour connaître un tout petit peu votre secteur et avoir discuté avec un directeur général concurrent de vous, c'est que j'ai observé que vous étiez assez divisé dans la profession, qu'il n'y avait pas un syndicat unique des call centers. Donc je pense que la première des choses, à moins que cela pose des problèmes commerciaux de concurrence, l'idée que je vous suggère, c'est de vous unir pour justement parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix par rapport notamment à la formation et par rapport à ces modules qui pourraient être implantés dans nos universités publiques, mais également dans les universités privées. Parce qu'effectivement, passer de 12 000 à 50 000 ne s'improvise pas. Et je sais que la formation de vos salariés, qui doivent être parfaitement bilingues, c'est-à-dire malagasy français ou malagasy anglais, parce que vous avez des clients extrêmement prestigieux à travers le monde, un certain nombre de très très grosses entreprises du CAC 40 font confiance à vos call centers. Et donc je crois que d'une part, l'unification autour d'un syndicat unique des call centers pourrait être intéressant, et ensuite de discuter avec notre ministre de l'enseignement supérieur afin de pouvoir implanter ici ou là dans toutes les régions de Madagascar, parce qu'à chaque fois que je parle des 23 régions de Madagascar. Et lorsque j'ai parlé à votre directeur général, effectivement, j'ai vraiment insisté sur un certain nombre de régions qui pourraient accueillir. Je parle de Morundave, évidemment, qui m'est très cher au cœur, mais on parle de Majinga, de Tuléar, de Thomas. Donc je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de possibilités avec des gens qui sont parfaitement bilingues, qui n'ont pratiquement pas d'accent, pour dynamiser votre profession, passer de 12 000 à 50 000, et puis j'espère encore plus après, puisque malheureusement pour nos amis maghrébins et mauriciens, l'attractivité de nos jeunes malagasy est plus intéressante dans notre pays, tant en termes de coûts que de qualité de travail. S'agissant maintenant de la question qui a été posée par monsieur de l'imprimerie nationale en termes d'identité numérique, le président de la République, le 15 août dernier, lorsqu'il a nommé son nouveau gouvernement, a parlé d'une chose extrêmement importante qui s'appelle l'e-gouvernance. L'e-gouvernance, effectivement, est aidée notamment par la Banque mondiale, mais également par d'autres ambassades. Je pense à l'ambassade de la Confédération helvétique, qui vient de nous aider, qui vient d'aider l'IDBM à se numériser. La priorité qui est inscrite dans les vérans du président de la République, c'est-à-dire ces engagements qu'il a pris auprès du peuple malgache, c'est cette e-gouvernance, avec naturellement les partenaires techniques et financiers, mais aussi parce qu'ils sont dans la salle, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'il y a des entreprises présentes dans cette salle qui sont spécialisées dans ce type d'activité d'e-gouvernance, c'est-à-dire de numérisation, d'identité numérique, et je vous engage à prendre langue avec ces personnes.
À titre d'exemple, très récemment, nous avons mis en place quelque chose d'extrêmement intéressant pour nos étudiants. C'est-à-dire que nous avons numérisé les cartes d'étudiants. Il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que nous avons découvert 40 000 étudiants qui n'existaient pas. La numérisation des cartes d'étudiants signifie quoi? C'est-à-dire de savoir qui est étudiant, d'une part, et d'autre part, de verser immédiatement les bourses à ces étudiants. Donc c'est quelque chose, c'est une avancée extrêmement importante dans ce cadre justement de l'e-gouvernance, dans ce cadre de l'identité numérique, et c'est quelque chose qui rapporte également à l'État, même si au départ, effectivement, c'est un coût, et grâce à nos partenaires techniques et financiers, et également dans le cadre de la coopération bilatérale, j'ai cité la Suisse, mais il y a d'autres pays qui peuvent venir avec nous. Donc je pense que la réalisation de ce Vénéran du président de la République, c'est-à-dire son engagement, peut se tenir grâce, justement, pourquoi pas, l'imprimerie nationale, mais surtout grâce aux entreprises malagasques qui sont déjà sur le secteur et qui pourront vous piloter pour aller encore plus avant et nous aider encore davantage. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces réponses extrêmement claires. Je voudrais juste pour la salle et pour l'information de Monsieur le Président et de Monsieur le Ministre, vous informer qu'au même moment où nous tenons cette réunion, se tient dans une autre salle une réunion d'une entreprise qui s'appelle NCAF. NCAF est une société qui a été créée et dont un des actionnaires est le MEDEF International, justement, qui a pour but de favoriser la formation par le digital sur des métiers comme ceux-là, comme ceux que vous venez d'identifier. MEDEF International a une participation de l'ordre de 25%, je crois. Et c'est une initiative qui est lancée, que moi j'ai beaucoup soutenue, parce qu'effectivement, je pense que dans ce domaine-là, il y a énormément de choses à faire. Évidemment, MEDEF n'a pas vocation à y rester, mais pour le lancement, MEDEF International a décidé de prendre une participation. Donc je donnerai les coordonnées de Yves Dambach. Je pense que ce serait très bien, parce que là, je crois qu'ils sont en train de signer une convention avec le patronat ivoirien et le patronat sénégalais et le patronat camerounais. Je ne suis pas sûr. Ce serait très bien qu'ils signent quelque chose avec le GEM et que sur Madagascar, on puisse faire des choses, effectivement. Moi, je connais très bien cette région et sans traiter d'exotique, comme disait tout à l'heure un collègue, des pays comme les pays d'Afrique du Nord ou Maurice, je suis d'accord avec Monsieur le ministre Rajoelina sur la qualité du personnel qu'on peut trouver à Madagascar dans ce domaine-là, effectivement. Voilà. D'autres questions, je veux dire mitraillettes, rapides? Oui. Bonjour, Madame et Messieurs les ministres. Michel Aziper, je suis le directeur général délégué de Telsat. Une question simple. Nous avons mis en service il y a quelques mois un satellite qui couvre votre grande île. 5% de la capacité du satellite qui couvre toute l'Afrique subsaharienne et sur Madagascar. Ça représente à peu près 5 fois plus que tout ce qui couvre actuellement Madagascar en satellite de communication, avec des hauts débits comme ceux que vous avez dans les villes, et avec une capacité immédiate de couvrir les campagnes, donc le milieu rural. Nous faisons notre affaire, si on peut dire, du milieu marchand, du monde marchand, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture. Nous avons engagé déjà des discussions avec tous les opérateurs de télécommunications et nous avons démarré des services dans quelques semaines. Ma question porte sur les services non marchands, l'éducation, la santé, l'administration électronique. Serait-il possible d'engager un dialogue avec vos administrations compétentes, vos ministres compétents, pour qualifier les besoins et travailler à des solutions de financement, sachant que nous avons déjà depuis quelques mois de mise en service du satellite sur des pays comme la RDC ou l'Afrique du Sud ou la Tanzanie, des références très intéressantes pour montrer qu'en fait ces services sont extrêmement utiles aux écoliers, aux professeurs, aux centres de santé pour ces différents pays. Merci, monsieur. Si vous voulez, je vais répondre rapidement à votre question. Effectivement, le Telsat est extrêmement important. Le e-learning est également très important pour nous. Cela permet, dans les 23 régions de Madagascar, je le répète encore une fois,
de pouvoir irriguer un certain nombre d'écoles et de travailler en partenariat avec les écoles, avec les universités. Ce qu'il y a actuellement, et la chaîne, le groupe Canal+ International est extrêmement présent dans ce domaine-là, qui a monté une chaîne de e-learning gratuite pour les enseignants de Madagascar, mais également certainement d'autres structures dans l'industrie de la communication peuvent également faire cela. Moi, je pense que en termes de e-learning, nous avons d'immenses besoins. Vos satellites sont extrêmement précieux en la matière puisqu'ils permettent d'irriguer l'intégralité des 600 000 km² de notre territoire national, jusque et y compris dans les plus petites villes. Donc je pense que le fait que vous puissiez prendre langue d'une part avec le ministre de l'Éducation nationale, d'autre part avec le ministre de l'Enseignement supérieur, mais également avec un certain nombre d'acteurs internationaux. J'ai parlé du groupe Vivendi tout à l'heure avec Canal+ International, il y en a d'autres. Je pense que vous avez naturellement tous ces contacts dans votre escarcelle. Je pense qu'effectivement, après avoir discuté avec ces éventuels partenaires, qui pourraient éventuellement faire monter sur Eutelsat leurs prestations, qu'elles soient gratuites pour le peuple malagasy, ou éventuellement accompagnées par des partenaires techniques et financiers, voire dans le cadre d'une coopération bilatérale, je pense que c'est un immense besoin de notre part, dans la mesure où, comme il a été dit tout à l'heure, nous avons la plus puissante bande passante de l'Afrique en termes d'Internet. Beaucoup de nos enfants, de nos enseignants sont équipés de produits numériques. Et je pense qu'effectivement, dans le cadre de l'éducation nationale en général, c'est-à-dire l'éducation primaire, l'éducation secondaire, l'éducation supérieure, je pense que c'est extrêmement important. Et donc je vous engage, dans un premier temps, à voir avec les partenaires du privé, et dans un deuxième temps, de venir nous voir. Naturellement, nous serons très heureux de nous accueillir, et nous connaissons les capacités de nos satellites Eutelsat. Une dernière question pour qu'il n'y ait pas de regret. Au premier rang, évidemment, il a priorité. Irland Rokutorson, je suis le président du groupement des entreprises franches et partenaires. Juste pour partager l'information avec notre collègue de Comdata, il existe bien un groupement des professionnels de services clientèle à Madagascar, et il y a aussi les groupements des entreprises franches et partenaires, dont beaucoup d'entre eux sont déjà membres de ce groupement-là. Et les questions de formation se posent effectivement pour le secteur TIC, mais se posent effectivement aussi pour tous les autres professions, y compris le textile, qui est un des grosses parties des entreprises en zone franche. Et donc, on est à la disposition de tous ces opérateurs-là aussi pour essayer de regrouper toutes ces demandes-là et faciliter les échanges avec le gouvernement. Merci. Très bien. Moi, je voudrais ajouter... alors, bon, allez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, et bonjour. Je suis Denis Sounodranga, cofondateur du groupe Citizen Can, directeur général de Citizen Can Corporate. Nous sommes dans le domaine du conseil. Vous avez évoqué hier, Monsieur le Président, sur la digitalisation, qui était un thème que vous avez abordé hier. Comment un cabinet comme la nôtre, donc moi-même je suis malgache, qui a donc maintenant Citizen Can est créé depuis 2007, nous sommes à peu près une trentaine de consultants et nous accompagnons les CAC 40. Vous avez cité tout à l'heure les CAC 40. Comment, dans ce domaine où effectivement nous œuvrons, comment on peut accéder à cet accompagnement justement de la digitalisation de l'économie malgache pour qu'effectivement un acteur qui est présent ici puisse accompagner le pays dans son développement sur cette nouvelle technologie. Merci beaucoup. Merci, c'est une question mitraillette, comme disait, directe et rapide. Comme vous le savez, actuellement, nous avons signé avec la Banque mondiale un financement de 140 millions de dollars pour la digitalisation à Madagascar. Donc c'est réparti en plusieurs projets, à savoir l'identification unique, donc dès la naissance, et par la suite, ça c'est un volet. Deuxième volet, le projet de l'État, c'est la digitalisation de l'administration en général. Donc d'ici
un an, il faut que l'ensemble des fonctionnaires soient répertoriés et bien évidemment, on va leur distribuer leurs cartes. Et donc, il n'y aura plus d'échanges monétaires pour les salaires que, par exemple, à Béchouk, aujourd'hui pour les indemnités, ça part au ministère des Finances, c'est seulement 3 jours après, avec les risques, mais aussi le risque de corruption, de perte, et aussi les salaires qui n'arrivent pas vraiment à temps, mais aussi les salaires qui n'arrivent pas justement aux personnes concernées. Tout ça, c'est pour cette raison qu'on a mis notre projet de digitalisation. Donc vous avez, votre question était directe, comment vous pouvez accompagner Madagascar? Donc il y a le projet Prodigy qui est rattaché à la présidence, et donc je vous invite à prendre attache avec Prodigy également, et aussi, et comme ça on peut vous expliquer, mais incessamment, c'est-à-dire dans les semaines à venir, on va organiser une réunion pour mettre en exergue justement les besoins par rapport à la digitalisation de Madagascar. Donc nous avons besoin des acteurs locaux, mais bien évidemment le savoir-faire des partenaires étrangers qui puissent accompagner Madagascar dans ce projet de digitalisation de Madagascar. Ah, une dame, alors on ne peut pas lui refuser la parole. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, bonjour. Je suis Marie-Yvonne Charlemagne. J'ai une longue histoire familiale avec Madagascar, mais aujourd'hui je ne suis pas là pour ça. Je suis là, vous avez parlé, vous avez fait référence à la ville nouvelle. Je sais que la ville de Tana elle-même a besoin d'investissements importants, en particulier dans un domaine pour améliorer la vie des habitants de Tana au quotidien, qui est le traitement des déchets. Je sais que c'est une situation qui reste malgré tout très préoccupante pour la ville et qui nécessite des investissements lourds, qui nécessite des investissements qui feront appel aux techniques aujourd'hui de l'économie circulaire, avec la valorisation des déchets et la réinjection de ces déchets sous d'autres formes dans l'économie, que ce soit sous forme de gaz, que ce soit sous forme de compost, que ce soit sous forme peut-être même dans un avenir à venir de déchets fossilisés. Monsieur le Président, ces investissements, compte tenu de ce que vous avez de l'attention que vous apportez au coût, mais moi aussi en tant qu'investisseur, de l'attention que je dois apporter au retour que je dois assurer à mes investisseurs, quels sont quel contexte, quels avantages pouvez-vous accorder aux sociétés qui investissent dans ces domaines un peu à l'avant-garde, porteurs de l'économie verte? Merci, Monsieur le Président. Vous pourriez dire le nom de votre entreprise? Écoutez, c'est la plus petite de toutes les entreprises qui étaient là ce matin. Entreprise que j'ai créée moi-même il y a peu de temps, entreprise de conseil qui s'appelle Mia Partners, après une longue expérience dans différents pays africains. Et également une société de projet qui s'appelle Apis Solutions, qui travaille spécifiquement, elle, en partenariat avec des Malgaches sur cette question spécifique du traitement des déchets de Madagascar. Vous avez parlé de traitement des déchets afin qu'on puisse produire de l'énergie également. Je passe la parole dans ce cas à Monsieur le ministre de l'Énergie. Excellence, merci pour cette parole. Je me permets, si vous voulez bien, notre président est réputé et surnommé TGV. C'est quelqu'un qui va très très vite. À l'heure actuelle, on a déjà 3 offres de ce genre de projet. Alors si vous avez une idée qui pourrait éventuellement aller plus vite, je serais honoré de vous voir. Je tiens juste à vous donner quelques chiffres. On pourrait aller à 169 000 tonnes de déchets par an, qui pourraient éventuellement donner à peu près entre 25 et 30 MW d'énergie. On a déjà trouvé le financement. On a aussi donc des opérateurs, mais je serais honoré à discuter avec vous. Merci. Très bien. Avec cette question, je pense que nous sommes arrivés au bout de nos questions. On pourrait rester encore très très longtemps. Moi, je voudrais juste vous attirer votre attention sur un point
Et je sais que le président est très sensible à cela, en particulier dans toutes ces industries qui sont le fer de lance des exports de Madagascar aujourd'hui. Ces exports aujourd'hui sont dirigés hors du continent africain. La conviction que nous avons au MEDEF International, c'est que la zone de libre-échange économique africaine va se faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle se fera. Et à ce moment-là, ces exportations de Madagascar aujourd'hui dans le domaine du textile, etc., qui sont des exportations en dehors de l'Afrique, je pense que Madagascar va être un point extrêmement important dans le cadre d'un marché commun africain pour exporter non seulement vers l'océan Indien et vers l'Afrique de l'Est, mais vers l'ensemble du continent. Je pense qu'il faut que nous ayons cela en tête. Il y a des bases aujourd'hui pour l'exportation, parce que Madagascar a bâti ça sur des années. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, mais l'écart va se faire. Et je pense qu'il est important que nous prenions position, que nous accroissions notre présence aujourd'hui à Madagascar dans le domaine des industries exportatrices. Et enfin, un dernier mot, avant de passer la parole à M. le Président de la République pour le dernier mot. Je pense que ce que nous allons organiser, ce que nous allons essayer d'organiser dans les mois à venir, c'est d'avoir peut-être des réunions thématiques, en particulier, moi j'aimerais bien qu'on ait une réunion spécifiquement centrée sur le tourisme et que M. le ministre vienne avec ses collaborateurs à Paris et que nous ayons une séance de travail avec nos adhérents qui sont dans ce secteur-là pour pouvoir avancer, être un petit peu en avance de phase sur l'après-Covid pour ne pas rater les opportunités qui nous ont été présentées. Sur ce, je vais passer la parole à M. le Président s'il y a un dernier mot et ensuite je ferai la conclusion. Je voulais, en notre nom à tous, vous remercier infiniment, M. le Président de la République, pour la qualité de vos réponses, pour les messages que, avec Madame et Messieurs les ministres, vous avez délivrés, qui traduisent, nous n'avons pas le moindre doute à cet égard, la clairvoyance de votre stratégie. Moi, je relève 2 points en particulier. Tout ce que vous avez pu dire sur le mieux-disant, c'est l'expression qui a été employée tout à l'heure, donc sur une approche qualitative, on en a la démonstration à travers la stratégie en matière de tourisme qui a été très bien présentée. On en a la démonstration également sur le plan de votre stratégie énergétique. Donc un positionnement qualitatif, un positionnement assez visionnaire. On a parlé de digitalisation. Autant de raisons qui, la profusion, je dirais, des questions même mitraillettes qui vous ont été adressées, et puis toutes celles qui n'ont pas pu être traitées, tout ça vient évidemment renforcer notre conviction qu'il y a beaucoup à faire avec d'autres pays, en association avec des entreprises locales, avec les pouvoirs publics. En tout cas, sachez que dans le cadre d'un partenariat stabilisé, d'un cadre juridique stabilisé également, tout ce qui a pu être suspendu du fait de cette funeste crise sanitaire, tout ça va se relancer et s'accélérer. Et le MEDEF international, au premier chef, sera partie prenante, en tout cas le souhaite. Merci. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous tous ici présents, d'avoir participé à cette rencontre et échange. Nous allons continuer, ce n'est qu'un début, bien évidemment. Vous l'aurez compris, Madagascar se construit, Madagascar avance, et notre objectif, c'est de rattraper le retard de développement. Ceci dit, pour avancer et concrétiser tous ces projets, je suis plus que convaincu que nous avons besoin et de mettre en place le partenariat public-privé. Nous avons besoin des industriels et du secteur privé pour atteindre les objectifs dont nous nous sommes fixés. Donc j'ai un seul souhait, c'est qu'avançons ensemble avec force et détermination. Et bien évidemment, aujourd'hui nous sommes en France, mais Madagascar veut vous accueillir et rendez-vous à Madagascar. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation. Merci, chers adhérents. À très bientôt. À bientôt. Atana. Atana.